Chose promise, chose due, si vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien vous savez que je vous avais promis à l'occasion du test du Sony KD75XH95, un 75 pouces assez impressionnant, que je testerai aussi le Samsung Q80T, et c'est maintenant que je vais vous en parler. On va commencer tout simplement d'abord par une présentation de ce téléviseur, rappel des quelques caractéristiques techniques et tarifs de toute la gamme. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord, petit rappel quand même de ce qu'est ce Q80T. C'est vrai qu'il a été annoncé au tout début d'année, comme tous les ans. Les constructeurs font le show à Las Vegas et puis ils déclinent un peu toute leur gamme. Et cette année, confinement oblige, c'est vrai que ça tarde à arriver. Mais néanmoins, quand même, les constructeurs font le nécessaire pour qu'on puisse vous renseigner au mieux sur ce qui vous attend cette année. Pour Samsung, ce Q80T, je vais juste rappeler d'abord où est-ce qu'il se positionne un petit peu sur la gamme des nouveautés 2020. On a le Q60T, le Q70T, le Q80T, celui-ci, et le Q95T. Alors évidemment, il y a des modèles qui ne sont pas des modèles QLED. Ici, c'est LCD QLED, donc qui sont d'autres gammes LCD plus classiques. Mais là, on est vraiment sur des produits qui constituent le cœur de gamme QLED non 8K, puisqu'on est ici sur une dalle 4K. Au sein de ces nouveautés, ce Q80T, c'est le premier, en tout cas de cette gamme, attention, pas des modèles précédents, à intégrer ce que j'ai envie d'appeler une véritable technologie QLED, puisqu'elle est ici couplée à un système de rétroéclairage Full LED composé de 48 zones. Le Q95T aura plus de zones, le double, 96, et en l'occurrence, c'est ce que Samsung appelle un système de rétroéclairage Silver dans le cas du Q80 et Gold dans le cas du Q95T. Bref, tout ça, c'est des appellations marketing. Vous n'avez pas spécialement besoin de les retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme vous voyez, ce système de rétroéclairage piloté, de la même manière que j'avais pu le pointer chez Sony avec du full local dimming, ça permet de produire ici, comme vous le voyez, des contrastes. L'objectif pour Samsung, bien évidemment, c'est toujours de se rapprocher des contrastes incroyables que sont capables de produire les téléviseurs OLED. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo où est-ce qu'on en est dans ce grand challenge, dans cette grande concurrence entre QLED, LCD et OLED. La gamme Q80, elle est composée d'un 49, 55, 65, 75 et même un 85 pouces. J'avais abordé déjà au moment du test du Sony le fait que c'était bien qu'il y ait un modèle 49 pouces, y compris sur une dalle Ultra HD. Ça, c'était pour la présentation de la gamme. Je ne sais pas si je l'ai dit. Un processeur Quantum Processor 4K, dont on va se parler évidemment aussi dans ce test, et une technologie audio un petit peu particulière qui vous promet une restitution capable de suivre ce qui se passe à l'écran. Il y a peut-être un loup là-dessus. Je vais vous en parler aussi. On va tout de suite passer au premier critère de cette vidéo, à savoir l'appréciation du design et de l'ergonomie du produit. Vous savez bien qu'en matière de design, il est difficile de faire systématiquement l'unanimité tout en surprenant son public, ces consommateurs que nous sommes. C'est pourquoi les constructeurs ont parfois du mal aussi à prendre des risques et faire souvent des choses conventionnelles, c'est s'assurer en tout cas de ne pas choquer. Mais néanmoins, cette année, Samsung procède à une petite évolution esthétique, c'est l'intégration d'un petit pied central. Alors on s'entend, c'est aussi le premier de la gamme, parmi Q60, 70, 80 et 95T, à intégrer ce petit pied central. Sur le modèle 60, c'est des pieds conventionnels. Sur le 70T, le pied est un peu plus large. Mais attention, il y a des avantages comme des inconvénients. Les avantages d'abord, dans les 8 cm que vous avez sous la dalle, vous pouvez tout à fait, c'est une hauteur assez classique, loger une barre de son pour compléter un petit peu votre équipement multimédia. Si jamais vous avez une box télé fournie par votre opérateur, vous pourrez aussi la loger à cet endroit, de la même manière qu'une console de jeux vidéo. Regardez, hop, ça passe tout à fait. Et donc du coup, on pourrait comme ça, en fonction de la configuration de votre univers hi-fi, envisager de venir placer des choses comme ceci. Bonne idée, Samsung prévoit des rainures au dos du téléviseur pour tenter de bloquer les câbles, mais il n'y en a pas assez pour guider les 4 HDMI, le câble Ethernet ou encore le câble d'antenne. Par ailleurs, il n'est pas garanti que ce système soit adapté à tous les diamètres de vos câbles.
Une bonne idée donc, mais pas parfaitement réalisée. Il faudra sans doute bidouiller pour rejoindre le passage de câble dans le pied central et espérer réaliser ainsi une installation la plus propre possible, sans quoi cela risque de se voir au travers de ce vide d'une hauteur de 8 cm. Alors je vais maintenant vous parler de la qualité de l'image. On va baisser un petit peu plus les lumières et on va commencer par cette boucle de démo. Je précise bien, c'est une boucle de démo, mais c'est ici une image qui est faite pour vous montrer à quel point la technologie QLED est là pour venir concurrencer l'OLED. Et là, vraiment, alors il y a de très grandes chances par ailleurs que ce soit retouché en post-production de façon à vraiment booster ces contrastes. Et l'objectif ici pour Samsung, c'est de vous montrer à quel point ils sont capables d'afficher une couleur primaire qui ne bave pas sur le noir. C'est assez flagrant. On a ici en plus un cheval noir sur un fond noir. On voit bien que la restitution n'est pas complètement bouchée et qu'à l'inverse, ces couleurs ici, nouvelles couleurs primaires avec du bleu, n'ont pas de fuite manifeste de lumière. Mais comme je le disais, ce n'est qu'une boucle de démo. Et donc là encore, je vous en avais déjà parlé sur le test du Sony, mais j'ai cette boucle Meridian qui est disponible sur Netflix. Et comme vous le voyez, ce sont systématiquement des personnages qui sont vraiment suréclairés. Là, on a même carrément une lumière qui est en direction vers nous. Et on voit bien, qu'il se passe quelque chose. On n'est pas au niveau de la précision de l'OLED. Pour autant, là où vous êtes vous devez avoir l'impression que c'est pas mal. Vous devez vous dire, quand même, c'est plutôt bien. Ce qui est le cas. Véritablement, Samsung, avec sa technologie QLED, et ici ces 48 zones, arrive à produire un résultat vraiment très très bon. C'est sans doute bien au-delà et bien meilleur que ce que proposent ses principaux concurrents. Mais pour autant, lorsqu'on commence à prendre des angles de vision, là, les fuites de lumière sont plus présentes. Ça va être du coup la même chose lorsqu'on va avoir un affichage, par exemple, d'un sous-titre dans le bas de l'écran sur une série. Et également, si jamais on a des points vraiment lumineux qui apparaissent dans une scène un peu sombre. Regardez ici le générique de Star Wars par exemple, on voit bien lorsque le texte défile qu'il y a différents blocs qui s'éclairent et qui viennent donc tout simplement créer cet effet de blooming, de rétroéclairage un petit peu important. Pour autant, comme je le disais, Samsung gère plutôt bien son affaire et regardez ici le découpage. Donc ici on a vraiment une zone lumineuse et là j'ai deux bandes noires quand même qui sont vraiment noires. Donc c'est quand même une belle performance ici de la part de cette technologie QLED. Donc du côté de la qualité d'image, c'est quand même vraiment assez appréciable. Alors il y a un autre point à aborder quand même très important dans la partie qualité de l'image, c'est le mode jeux vidéo. Peut-être le savez-vous, en tout cas si vous lisez mes tests sur frandroid.com, que Samsung a toujours été plutôt soucieux de produire des modes jeux vidéo assez performants. Ils ont des technologies qui vont jusqu'à booster localement les contrastes. Alors ça, c'est une technologie qui est décriée parce que l'objectif c'est de produire plus de lumière dans une zone de l'image pour déboucher entre guillemets et voir si jamais un personnage est caché dans l'ombre pour pouvoir s'assurer qu'il ne va pas nous surprendre. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est décrié parce que forcément ça crame un petit peu tout ce qui se passe autour. Il y a aussi un excellent résultat du côté de l'input lag, des mesures systématiquement très faibles. On est ici aux alentours des 13,5 millisecondes et au-dessus de tout ça, cette année, sur le modèle 2020, on a une prise HDMI 2.1 plein format. Je m'explique. Vous allez peut-être voir sur les sites, dans les magasins, que vous allez avoir certains connecteurs HDMI qui ont de l'e-ARC pour l'Enhanced Audio Return Channel, qui est l'une des améliorations du HDMI 2.1. Mais le support plein format du HDMI 2.1 est assez rare encore. Il apporte un gros gain au niveau du débit également, puisqu'on passe de 18 à 48 gigabits par seconde. Je vous laisse imaginer un petit peu la différence du tuyau. Et donc ça apporte évidemment des améliorations pour les joueurs avec des technologies comme l'Auto Low Latency Mode ou encore le VRR pour le Variable Refresh Rate, qui sont des surcouches qui vont tout simplement gérer l'aspect fluidité, éviter qu'il y ait ces effets de saccade, déchirure, le fameux tearing, ou encore des nuées de pixels qui apparaissent sur des mouvements très rapides comme ceci. Alors là, évidemment, on n'est absolument pas sur une interface HDMI 2.1. Il faudrait pour ça que toute la chaîne
soit HDMI 2.1, mais on voit bien ici déjà qu'avec une PS4, les mouvements sont quand même pas mal du tout. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais ça permet par ailleurs, alors là c'est un jeu sur console, mais si vous êtes joueur sur PC, eh bien d'aller chercher des définitions d'image et des fréquences plus élevées. En l'occurrence, eh bien moi j'ai même pu jouer à un jeu un petit peu daté, mais qui a un bon défouloir quand même, à savoir CSGO, dans une définition assez élevé, avec un PC portable que je teste d'ailleurs actuellement et dont je vous parlerai très vite sur la chaîne, qui est un Gigabit Aero 17, qui est équipé d'une carte Nvidia RTX 2070 Super, et donc j'ai pu jouer en 2560 par 1440 à 60 Hz et même au-delà. Et même si on descend en 1080 parce qu'on a une carte graphique qui est un petit peu datée mais qu'on préfère privilégier la fluidité, eh bien c'est tout à fait possible. En tout cas, le téléviseur le supporte. Donc ça, c'est un point qui est quand même bien important pour les joueurs et qu'il fallait quand même bien préciser. Dernier point que je tenais à aborder tout de même dans cette partie qualité d'image, parce que peut-être que vous vous dites que finalement tout va bien. Certes, on a quelques petites fuites de lumière, mais c'est pas mieux ailleurs, donc pourquoi pas. Alors oui, c'est vrai, c'est pas mieux ailleurs, et puis on a quand même des contrastes qui sont extrêmement boostés. Mais parmi les promesses de chez Samsung, eh bien c'est cette fameuse intelligence artificielle. Alors tout le monde aujourd'hui a son intelligence artificielle, et néanmoins pendant les tests, eh bien il y a un truc qui m'a percuté. Regardez un petit peu cet extrait de Fast and Furious. Alors vous penserez ce que vous voulez du film, il y a beaucoup d'effets numériques, et donc ça me permet de voir un petit peu comment les téléviseurs gèrent ça. Et alors avec un tel débit aussi serré, eh bien on se rend compte que de base, en mode cinéma, eh bien c'est propre. Voilà, bon, on se dit, ok, le processeur fait le job. Mais à cela, eh bien, il y a la fameuse surcouche intelligence artificielle. Il faut aller dans les menus du téléviseur et le mode intelligent, hop, il est juste là. Comme vous avez pu le voir, tout de suite, on a un pic de luminosité et surtout, alors que en mode classique cinéma, le résultat est plus trop propre, comme vous le voyez donc à l'image, dès qu'on active l'intelligence artificielle, on a une surexagération de la netteté. Le processeur tente d'améliorer tout ça et ça donne lieu à une nuée de pixels, de défauts, d'effets désagréables. Bref, si jamais vous voulez utiliser la partie IA, désactivez surtout celle qui vient traiter de la partie vidéo, parce que regardez un petit peu ce qui se passe là à côté du personnage, c'est juste pas possible ici. Voilà, on a l'impression de regarder un vieux DivX. Et comme tous les téléviseurs qui passent par chez moi, eh bien, ce Q80T dans la version 55 pouces a dû se plier à l'exercice des mesures, la sonde, le logiciel Kalman de chez Portrait Display, et donc les différentes mesures qui sont d'abord, eh bien, mitigé à vrai dire, puisque dans l'espace colorimétrique Rec 709, eh bien, les résultats sont excellents. On est sous un delta E moyen inférieur à 3, qui je le rappelle est considéré comme étant parfait, puisque l'œil humain ne fait plus la différence en dessous de 3. Et une belle luminosité par ailleurs, puisque j'ai mesuré une luminosité moyenne qui est de l'ordre des 390 nits, donc ce qui est plutôt pas mal pour un mode cinéma et un système de rétroéclairage comme ça, 48 zones, ça montre qu'il y a un peu de ressources. Et par ailleurs, on a une restitution de l'espace colorimétrique pour la partie Rec 709 qui est de l'ordre de 99% ou pas très loin. Bon, c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé que ce soit 100%, surtout quand Samsung promet une restitution du DCI-P3 100%, et c'est là que j'en arrive cette fois-ci à mon constat qui est plus mitigé, c'est que dès qu'on bascule sur des mesures dans l'espace colorimétrique DCI-P3, donc pour des contenus HDR, eh bien alors là, le téléviseur donc, bascule sur ces modes cinéma HDR. Comme vous pouvez le voir, le delta E moyen est de 4,34, donc on est encore en deçà des 5, mais on voit aussi quand même que certaines mesures crèvent le plafond, c'est sursaturé. Et en fait, eh bien, c'est assez classique chez Samsung, cette technologie QLED dans sa configuration d'usine, elle est là pour vous en mettre plein les yeux. Voilà, ça c'était donc une petite contrariété quant à la calibration du mode HDR. C'est bien, c'est pétant, mais c'est pas aussi bon que ça pourrait l'être. Vous l'aurez compris, pour cette quatrième partie, eh bien, on va se parler de la qualité audio de ce téléviseur et c'est plutôt une très très bonne surprise. Alors pas facile une nouvelle fois de vous faire part de ce que l'on vit vraiment lorsqu'on est
humainement présent face à ce téléviseur. Ce qui est intégré ici est plutôt efficace. Je vous ai longuement parlé du système Sony acoustique multi-audio. Je ne dirais pas qu'on est au même niveau ici, mais pour autant Samsung s'en approche. Alors, pour une raison aussi assez simple et pour des points qui sont plus favorables à l'égard du Sony, c'était le gabarit du téléviseur et l'intégration des HP qui était un petit peu différente. Là, ici, à l'arrière, il n'y a pas d'évent particulier, enfin en tout cas, j'ai rien remarqué. On ne croule pas sous les bas, ce serait vous mentir, hein. C'est toujours un rendu assez homogène, sans plus. Pour un système d'origine, c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut retenir sur notamment ces modèles 2020, eh bien, c'est l'arrivée de deux technologies que sont AVA et OTS. Alors l'OTS qui existe par ailleurs dans une version OTS+, qui est réservée à des modèles un petit peu plus haut de gamme, eh bien c'est l'Object Tracking Sound. C'est la capacité de reproduire les sons en fonction des objets qui se déplacent sur la télé et donc de tout simplement offrir un effet de spatialisation plus précis. Je ne vous cache pas que sur ce modèle 55 pouces, franchement, moi je ne l'ai pas réellement perçu, en tout cas pas aussi bien que du côté de la technologie de chez Sony. C'est sans doute lié aussi au gabarit, parce que là, sur un 55 pouces, il y a moins d'espace, moins de place pour disposer les différents haut-parleurs. Et puis l'autre technologie qui est AVA, qui est Active Voice Amplifier. Et alors ça, pour le coup, c'est assez efficace. C'est vrai qu'on entend tout de suite lorsqu'on l'active que les voix se détachent. Voilà, je viens d'activer le mode intelligent et là vous voyez que ça change. J'ai désormais intelligent mode activé aussi sur l'audio et donc j'ai un mode amplifié ou un mode standard. Et lorsque j'essaye d'accéder à la configuration, l'accès m'est refusé. Lorsque je vais dans le mode expert, je vois bien que j'ai différentes options qui me sont proposées, mais absolument pas l'accès à l'égaliseur. Si je rebascule sur un mode audio donc standard, hop, je rouvre la barre de navigation, je coupe le mode intelligent, je suis ici en son standard, je retourne dans les paramètres audio, je vais dans les paramètres expert et vous voyez l'égaliseur est ici totalement accessible. Donc je pense juste que ce qui se cache derrière cette technologie AVA, c'est juste un réglage de la courbe d'égalisation qui fait que les voix ressortent mieux. Donc que Samsung nous parle d'une intelligence artificielle audio, il y a peut-être des choses qui sont récupérées côté des métadonnées qui sont présentes dans les sources. J'ai quand même l'impression qu'essentiellement c'est là que ça se passe et donc accessoirement c'est presque quelque chose que vous pourriez reproduire. Maintenant, je vais vous parler de l'ergonomie logicielle. C'est vrai que j'aime bien m'y attarder quand il y a des choses à dire, quand il y a des améliorations qui sont portées. Et c'est le cas une nouvelle fois sur ces modèles 2020. Tizen OS, c'est un système d'exploitation pour la télé qui est réputé comme étant fluide, comme vous le voyez. Sur la version 2020, on a ici des raccourcis, soit à des services qui sont dans Samsung TV+, ou alors le raccourci à des contenus de ces comptes Molotov, et même à ces comptes Apple TV, parce que oui, n'oubliez pas que dans cette version, Tizen OS est compatible aussi avec Apple AirPlay 2, donc vous allez pouvoir diffuser du contenu depuis votre mobile iOS. La nouveauté, elle se passe depuis le stream via les smartphones, justement. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux écrans qui apparaissent, et je vais avoir d'un côté l'affichage de mon smartphone, ici à droite, et l'affichage d'une source. Alors pourquoi la source HDMI 4 parce que en fait on ne peut pas afficher tout et n'importe quoi. J'étais juste avant sur Netflix, mais Netflix a priori ne permet pas de faire du multiscreen. Donc vous pourrez par exemple avoir une partie de jeux vidéo et puis avoir pourquoi pas juste à côté une vidéo qui est lue sur YouTube, ou pourquoi pas avoir la télé, un match de foot, et puis utiliser vous savez, ces hashtags sur Twitter qui vous permettent d'interagir avec les réseaux sociaux. Ce qu'on peut remarquer en fait, c'est qu'on peut choisir le niveau du volume indépendamment pour chacune des deux sources, mais on peut aussi choisir la disposition. On va choisir la taille d'écran, qu'est-ce qu'on veut avoir, on peut choisir la position de la fonction Picture in Picture, mais on peut aussi choisir ce que l'on va souhaiter regarder. Alors là, je suis sur le contenu qui était pour la partie mobile, mais si je viens chercher ici l'écran principal, je peux choisir les services Samsung TV+, la télé, je le disais, la source, en l'occurrence ici la PlayStation 4, ou YouTube. Et cette fonctionnalité multiview, elle est intéressante, y compris si vous utilisez un smartphone
sous iOS. De nouveau, je retrouve l'affichage du mobile et l'affichage de ma source. Voilà, c'est quand même une petite amélioration, un truc assez inédit, en tout cas moi je ne l'ai vu nulle part ailleurs, qui pourrait finalement débrider certains usages. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça présente un intérêt pour vous ou pas. Bien, cette vidéo touche à sa fin et on va se quitter d'ailleurs sur ces images du service The Explorers, qui est un service d'ailleurs partenaire de Samsung dans la production de contenu 8K, donc on va retrouver sur les téléviseurs 8K de la marque. Et donc les points positifs, les points négatifs. Points positifs, on va quand même mettre la qualité d'image, parce que c'est vrai que même si la fidélité n'est pas parfaite en mode HDR, revers de la médaille de cette technologie QLED, à l'œil c'est quand même très très bon, d'autant que même si les mesures ne sont pas parfaites, on n'est pas là dans des proportions complètement délirantes, avec 4,34 de delta E moyen, c'est tout à fait convenable, je vous le garantis. Donc la qualité d'image fait partie des points positifs, tout comme la qualité audio aussi, pas simple de vous retranscrire ça à travers la caméra et les micros, mais je vous le garantis, il y a une nette amélioration sur le sujet, même si cette technologie OTS Sound, donc Object Tracking Sound et Sound Plus, je ne l'ai pas testé, mais Object Tracking Sound n'est pas d'une efficacité faramineuse sur ce modèle 55 pouces, et la technologie AVA tient plus pour moi de la pirouette technique que de la véritable performance, ça reste quand même un point positif que cette amélioration audio. Tizen OS qui évolue avec cette fonctionnalité multiview aussi qui m'a pas mal plu. Et puis enfin on a également cette connectique HDMI 2.1 qui ne sera pas d'une utilité indiscutable actuellement, mais qui dans un futur plus ou moins proche, en fait à plus ou moins long terme, que ce soit pour les joueurs d'ailleurs qui ont d'ores et déjà des grosses machines de gaming pour connecter à ce téléviseur, et ceux qui craqueront pour des consoles de prochaine génération pourront profiter de cette interface HDMI 2.1. De toute façon c'est sûr, on n'achète pas une télévision que pour 6 mois, donc autant tout de suite adopter cette interface, c'est un point positif encore une fois pour la connectique sur le Q80T. Du côté des points négatifs, on l'a vu ensemble, moi j'ai quand même bien envie d'y mettre ce fameux mode intelligent qui n'est pas si intelligent que ça, parce que c'est vrai que dans le traitement des sources dégradées, on a vu, ça génère des pixels, c'est pas très joli. Et lorsque la source est de qualité, j'ai aussi pu remarquer que ça provoque une surfluidité, ça active les fameuses technologies de motion qui viennent rajouter cette fluidité qui ont été très décriées d'ailleurs sur internet par différents acteurs, réalisateurs, donc ce n'est pas quelque chose que je vais recommander, et en plus les couleurs sont plus froides, bref, mode intelligent, trop peu pour moi, la promesse technique de Samsung n'y est pas, et j'ajouterais également le peu de modes de réglage justement que l'on va retrouver. On a ici des modes préconfigurés, dynamique, standard, naturel, cinéma. C'est surtout sur ce mode cinéma qu'on se focalisera, puisque les autres sont pas très flatteurs. Mais certains constructeurs proposent des modes experts ou des modes certifiés, des modes Technicolor, etc. Et donc parfois ça peut apporter des petites choses en plus. Et enfin, dernier point et non des moindres, rappelons quand même que ce téléviseur n'est pas compatible Dolby Vision, HDR10 et HDR10+ seulement. C'est un point qui est quand même très dur à accepter, parce que la plupart des concurrents ont adopté les deux supports. Et donc vraiment, il va falloir que Samsung fasse quelque chose, parce que sinon, ça risque de commencer à ressembler à une grosse casserole que le constructeur va devoir traîner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était complet. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, vous avez été quelques-uns justement à interagir. Abonnez-vous, likez, partagez, et puis faites-moi vos retours. Si vraiment vous trouvez que je vais trop loin, dites-le moi, j'essaierai de faire plus simple. À suivre sur la chaîne prochainement, le test d'un PC portable Gigabyte Aero 17 HDR, une très belle machine pour la production de contenu vidéo, qui peut aussi faire du jeu vidéo. Et puis un petit peu plus tard sur la télé, puisque c'est ce qui vous intéresse, j'ai aussi reçu le Panasonic HZ1000, un OLED en version 65 pouces. Je vous en parle aussi vite que possible. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.